Chers élèves, candidats au baccalauréat 2020, bonjour à vous tous. Je suis ravi de me joindre aujourd'hui à toute l'équipe formée d'enseignants, de cadres pédagogiques, de professionnels, de techniciens, pour vous accompagner pendant cette période de confinement dans vos apprentissages en vous fournissant des ressources et des outils qui vous permettront de mener à bien vos préparations à l'examen du bac. Le cours d'aujourd'hui porte sur le chapitre 5, Gestion des ressources humaines. Ce chapitre s'articule sur 4 parties, sur 4 sections. Les besoins en personnel, le recrutement, la formation du personnel et enfin, on va terminer avec la rémunération. Commençons par la section numéro 1. Dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, le gestionnaire est amené à fixer des besoins futurs en personnel en termes d'effectifs, c'est-à-dire en termes de nombre ou de qualification, compétences, et on parle des besoins prévisionnels. Cette fixation dépend largement des stratégies de développement de l'entreprise ou encore des modifications de l'environnement. Elle est amenée aussi à prévoir les effectifs prévisionnels, c'est-à-dire les ressources futures probables qui seront disponibles. Elle est amenée aussi à dégager les écarts entre effectifs prévisionnels et besoins prévisionnels. Et enfin, elle est amenée à ajuster l'effectif prévisionnel de sorte qu'il soit égal aux besoins prévisionnels. Voyons maintenant comment peut-on déterminer l'effectif prévisionnel. On doit toujours commencer par l'effectif actuel. L'effectif actuel, c'est-à-dire le nombre de personnes qui existent actuellement en ce moment dans l'entreprise, moins les départs, tels que le départ à la retraite ou les démissions. Faites bien attention au niveau des promotions. Il faut ajouter toute personne en provenance d'une catégorie inférieure. On parle donc de recrutement interne. Et toute personne qui va partir à destination d'une catégorie supérieure sera retranchée. Bien sûr, on ajoute les entrées. On parle donc de recrutement externe. Pour le calcul des écarts, un écart est une différence entre effectifs prévisionnels, c'est-à-dire les ressources futures probables, et besoins prévisionnels. Lorsque les effectifs prévisionnels dépassent les besoins prévisionnels, on parle d'un sureffectif, on a un excédent. Dans le cas contraire, lorsque les effectifs prévisionnels sont inférieurs aux besoins, on a donc un manque et on parle d'un sous-effectif. Comment va-t-on corriger ces écarts? Donc, on va voir les ajustements. Lorsqu'il s'agit d'un sureffectif, c'est-à-dire on a un excédent, donc il faut réduire le nombre, soit en favorisant la retraite anticipée, bien sûr selon la pyramide des âges. On peut aussi différer certaines promotions prévues si vous voulez retarder certaines promotions programmées, ou le cas échéant, on peut procéder à une mise à pied temporaire ou permanente. Lorsqu'on est dans un sous-effectif, donc on a un manque, donc il faut ajouter le nombre, soit par le recrutement interne, par voie de promotion, ou bien par le recrutement externe en s'orientant vers le marché de l'emploi. Voyons maintenant une application extraite de la session principale 2010. Je lis l'activité. L'acquisition de la nouvelle machine entraîne à la société Saraplast des changements au niveau de l'effectif de son personnel. En effet, le responsable du service personnel vous fournit les informations suivantes. Vous avez une première information qui traite les effectifs actuels en 2009 et les besoins prévisionnels de l'entreprise l'année prochaine, c'est-à-dire en 2010. On a actuellement 5 cadres et on veut avoir 10 en 2010. On a 12 techniciens et on veut avoir 20. On a 25 ouvriers qualifiés en 2009 comme effectif actuel et on veut avoir 18. Et pour les ouvriers spécialisés, on a 30 ouvriers spécialisés actuellement en 2009 et on veut avoir 10 comme ouvriers spécialisés. La deuxième information traite les promotions réglementaires. Les responsables prévoient les mouvements suivants du personnel au début de l'année 2010 conformément à la réglementation interne de la société et à la loi en vigueur.
Donc, on a programmé la promotion de 3 agents de maîtrise vers la catégorie des cadres. 5 ouvriers qualifiés seront promus techniciens et 10 ouvriers spécialisés seront promus ouvriers qualifiés. La troisième information parle des départs à la retraite et les recrutements prévus. Donc, pour les départs, on a prévu le départ à la retraite de 2 cadres, de 4 techniciens et agents de maîtrise, de 3 ouvriers qualifiés et de 5 ouvriers spécialisés. Pour le recrutement, on a prévu le recrutement de 3 cadres et de 2 techniciens et agents de maîtrise. Le travail à faire, donc la première question, compléter le tableau de détermination des écarts. Donc on va déterminer les écarts dans la première question. Et deuxièmement, on va faire des ajustements, on va essayer de corriger les écarts constatés. Et donc je lis la question, quelles sont les actions à envisager pour faire face aux écarts constatés? Donc pour déterminer les écarts, il faut tout d'abord déterminer les effectifs prévisionnels. Donc, commençons par les effectifs actuels, plus les entrées, les recrutements, moins le départ à la retraite, donc moins 2, parce qu'il s'agit d'une sortie, donc moins 4 pour les techniciens et agents de maîtrise, moins 3 pour les ouvriers qualifiés et moins 5 pour les ouvriers spécialisés. Passons maintenant à la promotion. Donc, vous voyez bien qu'il s'agit d'une promotion de 3 agents de maîtrise vont quitter la catégorie des techniciens et agents de maîtrise pour partir à la catégorie supérieure, c'est-à-dire à la catégorie des cadres. On note moins 3 pour la catégorie des techniciens et agents de maîtrise, plus 3 pour la catégorie des cadres. De même pour les ouvriers qualifiés. Donc, 5 ouvriers qualifiés vont quitter la catégorie des ouvriers qualifiés, donc moins 5 pour la catégorie des TAM. Et enfin, avec les ouvriers, 10 ouvriers spécialisés seront promus ouvriers qualifiés, donc moins 10 pour les ouvriers spécialisés, plus 10 pour les ouvriers qualifiés. Maintenant, on va déterminer l'effectif prévisionnel. On fait le total. Donc, 5 pour les cadres, 5 plus 3, moins 2, plus 3, ça donne 9 comme effectif prévisionnel. Pour les techniciens et agents de maîtrise, de même, 12 plus 2, moins 4, plus 5, moins 3, ça donne 12. Et on fait le même calcul pour trouver 27 ouvriers qualifiés et 15 ouvriers spécialisés. Pour déterminer les écarts, il faut comparer les effectifs prévisionnels avec les besoins prévisionnels. Donc, vous voyez très bien ici que l'entreprise a son effectif prévisionnel est de 9, elle a besoin de 10 cadres, donc elle a un sous-effectif de 1. Pour les techniciens et agents de maîtrise, l'effectif prévisionnel est de 12, elle a besoin de 20 techniciens et agents de maîtrise, donc on a un manque de 8, un sous-effectif de 8. Pour les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés, vous voyez très bien que les besoins prévisionnels dépassent les effectifs prévisionnels. On parlera donc d'un sureffectif de 9 pour les ouvriers qualifiés et un sureffectif de 5 pour les ouvriers spécialisés. Passons maintenant à la deuxième question. Quelles sont les actions à envisager pour faire face aux écarts constatés? Donc, vous rappelez que les écarts constatés est déjà calculé dans la première question. On a un sous-effectif de 1 cadre, 8 techniciens et agents de maîtrise, et on a un sureffectif de 9 ouvriers qualifiés et de 5 ouvriers spécialisés. Donc, pour faire les ajustements, un agent de maîtrise sera promu cadre pour combler le manque du cadre. Donc, on n'aura pas un écart concernant la catégorie des cadres, mais faites attention, on a déjà un sous-effectif de 8, on a retranché 1 pour devenir cadre, donc le sous-effectif devient 9. Heureusement pour l'entreprise qu'elle a un sureffectif de 9 ouvriers qualifiés, donc on va promouvoir les 9 ouvriers qualifiés pour devenir TAM, ce qui permet à la fois d'absorber le sureffectif de la catégorie des ouvriers qualifiés et de répondre aux besoins des techniciens et agents
de maîtrise. Donc, ça donne 0 comme écart et 0 pour les ouvriers qualifiés. Pour les ouvriers spécialisés, on ne peut que soit favoriser la retraite anticipée selon la pyramide des âges, ou le cas échéant, la mise à pied temporaire ou définitive de ces 5 ouvriers spécialisés, car on ne peut pas les promouvoir à la catégorie supérieure, puisque le besoin, vous voyez, est satisfait. Ainsi, l'entreprise arrive à équilibrer sa situation au moindre coût. Passons maintenant à la section 2, le recrutement. Donc, on va focaliser l'étude sur le recrutement externe. Donc, pour se procurer de la main-d'œuvre dont elle a besoin, l'entreprise doit sélectionner, doit choisir, si vous voulez, les meilleurs candidats, c'est-à-dire mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pour pourvoir les postes vacants, plusieurs options sont offertes à l'entreprise. La première option, soit par les propres moyens, donc on fait un recrutement par les propres moyens de l'entreprise. Dans ce cas-là, on doit fixer des critères de sélection qui dépendent du poste vacant, de spécificité du poste vacant. En deuxième lieu, on peut faire le recrutement en faisant appel à des bureaux spécialisés en recrutement et on traitera 2 applications, une pour les propres moyens, le recrutement par les propres moyens, et une deuxième pour le recrutement en faisant appel à des bureaux spécialisés. Donc, l'application numéro 1 concernant le recrutement par les propres moyens de l'entreprise, c'est une activité extraite de la session de contrôle 2016. Je lis l'activité. Pour développer les ventes, le gérant, M. Ahmed, décide de recruter une conseillère de vente. Il vous charge de participer à son recrutement. Suite à la parution de l'annonce de la société, 3 candidates se sont présentés. Le choix d'une candidate sera effectué selon des critères qui seront pondérés par un coefficient en fonction de son importance relative. Les critères et les coefficients de pondération sont regroupés dans le tableau suivant. Et voici le tableau. Les critères qui ont été choisis par cette entreprise sont la formation, l'expérience professionnelle, l'attitude, la disponibilité et l'âge. Et vous voyez très bien que l'entreprise accorde à l'attitude une importance plus importante que celle, par exemple, accordée au critère âge. Les 3 candidates sont évaluées sur chaque critère au moyen d'une échelle allant de 1, c'est-à-dire très mauvais, c'est pas bon, à 5, très bon. Les moyennes des notes attribuées à chaque candidate sont les suivantes. Donc, pour la candidate numéro 1, elle a eu comme note 3,25 concernant le critère formation, 3 pour l'expérience professionnelle, 3 pour l'attitude, 1 pour la disponibilité et 3 pour l'âge. De même pour la candidate 2, elle a eu 3,75 pour la formation, 3 pour l'expérience professionnelle, 2 pour l'attitude, 3 pour la disponibilité et 2 pour l'âge. Et on termine avec la 3e candidate. Elle a eu 3 pour la formation, 4,5, elle a eu une bonne note pour l'expérience professionnelle. Pour l'attitude et la disponibilité, elle a eu une mauvaise note, 1,5 pour les deux, et 3,5 pour le critère âge. Passons au travail demandé. La première question, c'est calculer le score de chaque candidate. Donc, on va calculer le score attribué à chaque candidate. Deuxième question, quelle est la candidate à retenir? Donc, l'entreprise va retenir, va sélectionner, si vous voulez, une candidate parmi ces 3. Donc, selon la méthode des scores. Et troisièmement, on va essayer de citer d'autres critères de sélection, bien sûr autres que celles choisies par cette entreprise. La première question, donc, pour le calcul de score, il faut tout d'abord déterminer le total de chaque candidate. Donc, voici les coefficients. Donc, on a pris ça de l'énoncé. Pour la note aussi, pour les notes, donc, on a marqué les notes comme vous voyez. Et pour faire le total, il suffit de multiplier le coefficient par la note. Donc, vous voyez le total égale la note fois le coefficient pour donner
Par exemple, pour le critère formation pour la candidate numéro 1, 6,5. Donc, on a multiplié 2 par la note 3,25, ça donne 6,5. Pour l'expérience professionnelle, le coefficient 2 fois la note 3, ça donne 6. L'attitude 3 fois 3, ça donne 9. La disponibilité 2 fois 1, ça donne 2. Et pour l'âge, 1 fois 3, ça donne 3. Et on fait de même pour les deux autres candidates pour donner les totaux suivants. Il ne reste que dégager le score par candidate. Donc, on fait le total des totaux. Donc, pour la candidate numéro 1, donc 6,5 pour la formation comme total, 6 expériences professionnelles, 9 attitudes, 2 disponibilité et âge, ce qui donne 26,5. Pour la candidate 2, le total va nous donner 27,5. Et pour la candidate 3, là, le score est de 26. Bien sûr, l'entreprise cherche le meilleur candidat. Donc, elle va choisir la candidate la mieux scorée, à savoir la candidate 2 qu'elle a eu comme score 27,5. 27,5 est le score le plus important. Et ça, c'est la réponse à la deuxième question. Quelle est la candidate à choisir selon la méthode des scores? Donc, l'entreprise doit choisir la candidate 2 car elle a le score le plus élevé. Passons maintenant à la troisième question, citer d'autres critères de sélection. On peut citer les critères de personnalité, par exemple, la réflexion, l'intelligence, la morphologie, la taille, la communication, le charisme et l'état civil. Passons maintenant à la recrutement en faisant appel à des bureaux spécialisés. On va voir ça dans une application numéro 2, extraite du Session Contrôle 2012. Pour le recrutement de 6 ouvriers, donc on va recruter 6 ouvriers dans ce cas-là, la direction des ressources humaines hésite entre les deux modalités suivantes. La première modalité, c'est recrutement par les moyens propres de l'entreprise et ce qui coûtera à l'entreprise 1100 dinars. La deuxième modalité, c'est le recrutement par l'intermédiaire d'un bureau spécialisé. Pour ce faire, elle a consulté 2 bureaux qui ont présenté les offres suivantes. Donc, je vais lire les offres des 2 bureaux spécialisés en recrutement. Donc, le bureau numéro 1 propose un coût d'entretien, de sélection et d'intégration de 600 dinars. Pour le coût d'initiation technique, il propose un coût de 350 dinars. Et pour le stage pratique, qui a duré 15 jours, qui a duré 15 jours, donc il propose 20 dinars par jour, donc 20 dinars pendant les 15 jours de la période du stage. Pour le bureau 2, donc, il nous a proposé 550 dinars comme coût d'entretien et de sélection et d'intégration, 300 dinars comme coût d'initiation technique et cette fois-ci 5 dinars par jour pendant 15 jours, la durée de stage, et par personne. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un recrutement de 6 ouvriers. Le travail demandé. Première question, calculer le coût de recrutement présenté par chaque bureau. Deuxième question, quel est le mode de recrutement le plus avantageux? Les 2 modes de recrutement, n'oubliez pas que s'il s'agit d'un recrutement par les moyens propres ou bien d'un recrutement par l'intermédiaire des bureaux spécialisés. Et troisième question, sachant que l'entreprise optera pour le recrutement par un bureau spécialisé, si l'offre ne dépasse pas 200 dinars, donc si l'offre entre les deux, la différence des offres entre les 2 modes de recrutement ne dépasse pas 200 dinars, l'entreprise préfère s'orienter vers un bureau spécialisé en recrutement. Donc, on va maintenant calculer les coûts de chaque bureau. Donc, vous voyez l'énoncé devant vous. Le bureau numéro 1 va nous coûter 600 dinars comme coût d'entretien, plus 350 dinars comme coût d'initiation technique, plus 20 dinars par jour, donc 20 fois 15 la durée de stage et les de 15 jours, ce qui donne un coût total de 1250 dinars. Passons maintenant au bureau 2. Donc, il nous a proposé 550 dinars comme coût d'entretien,
300 dinars comme coût d'initiation technique et enfin 5 dinars par jour, donc 5 fois 15 la durée du stage. Par personne, on parle de 6 ouvriers, donc 5 fois 15 fois 6, ce qui donne un total de 1300 dinars. L'entreprise, bien sûr, cherche le coût le plus faible, à savoir le coût du bureau numéro 1. On remarque que le bureau 1 est le plus avantageux puisque son coût est le plus faible. Passons à la deuxième question. Quel est le mode de recrutement le plus avantageux? Donc, le mode de recrutement par référence au bureau de recrutement, il nous a coûté, pour le bureau le moins coûteux, 1250. N'oubliez pas que s'il s'agit de recrutement par les propres moyens de l'entreprise, ça va nous coûter 1100 dinars seulement. Donc, logiquement, dans ces conditions, le mode de recrutement le plus avantageux pour l'entreprise est de faire un recrutement par ses propres moyens, puisque 1100 dinars, le coût des propres moyens, elle est inférieur au coût proposé par le bureau. Pour le choix du mode de recrutement, la troisième question, donc sachant que l'entreprise optera pour le recrutement par un bureau spécialisé si l'offre ne dépasse pas 200 dinars. Le bureau spécialisé qu'on a choisi à la première question va nous coûter 1250 et le recrutement par les propres moyens de l'entreprise va nous coûter 1100 dinars. Donc, on va calculer la différence entre les deux et on va les comparer avec les 200 dinars, c'est l'exigence de l'entreprise. Toutefois, l'entreprise doit opter au bureau spécialisé puisque la différence entre 1250 et 1100 égale 150 dinars, elle est inférieure à l'exigence de l'entreprise. Donc, l'entreprise va opter pour le bureau spécialisé en recrutement numéro 1. Passons maintenant à la troisième section, à savoir la formation du personnel. Donc, la formation constitue un élément essentiel de la gestion des ressources humaines, puisqu'elle prépare souvent à une promotion, elle permet de s'adapter à une nouvelle technologie ou encore elle améliore les performances de travailleurs, c'est-à-dire se perfectionner. Il faut faire la distinction entre la formation initiale et la formation continue. La formation initiale est celle qui est acquise avant l'entrée dans la vie professionnelle, alors que la formation continue est celle qui est destinée au personnel déjà en activité, c'est-à-dire au personnel de l'entreprise. Quelle que soit sa nature, la formation peut se faire soit par les propres moyens de l'entreprise, soit par un organisme externe de formation. La formation peut être aussi organisée en alternance, c'est-à-dire théorique et pratique. Donc, pour le coût de la formation, il faut bien savoir que le coût de la formation constitue un investissement immatériel, dit encore un investissement humain. C'est un investissement, non seulement parce qu'elle est coûteuse, la formation elle est coûteuse, donc non seulement parce qu'elle est coûteuse, mais parce qu'elle va améliorer les compétences et le savoir-faire du personnel de l'entreprise au cours des années à venir, c'est-à-dire elle va générer des avantages économiques futurs à l'entreprise. Pour encourager les entreprises à investir dans la formation, l'État accorde des ristournes. Voyons maintenant une application extraite de session de contrôle 2018. Avant l'introduction d'une nouvelle technologie, un plan de formation serait mis en place au profit de 4 chefs d'atelier et 8 ouvriers spécialisés. Donc, si on parle de la nature de la formation dans ce cas-là, il s'agit des personnels de l'entreprise, donc c'est une formation continue. Donc, la nature de cette formation est une formation continue parce qu'elle concerne le personnel de l'entreprise. Je continue avec la lecture. Le chef de l'entreprise a consulté 2 cabinets de formation dont les propositions sont communiquées dans le tableau suivant. Donc, vous voyez ici qu'on a 2 niveaux de formation. Une formation consacrée au chef d'atelier, c'est une formation théorique et pratique. Et une deuxième formation consacrée pour les ouvriers, et c'est une formation pratique qui dure 3 jours à raison de 6 heures par jour. Le cabinet de formation propose un coût total de 1200 dinars,
pour le niveau 1 et 80 dinars par heure. N'oubliez pas qu'on a 6 heures de travail par jour et par groupe de 4. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de 8 ouvriers puisque le deuxième niveau, il concerne les ouvriers. Pour cabinet de formation numéro 2, elle nous propose 480 dinars par jour pendant 2 jours et un coût pour le niveau 2 de 90 dinars par heure, toujours comme celui du cabinet numéro 1, et par groupe de 4, aussi comme le cabinet numéro 1. Et n'oubliez pas qu'il s'agit de 8 ouvriers. Le travail à faire, déterminer le coût du plan de formation de chaque cabinet. Deuxième question, quel est le cabinet le plus avantageux pour l'entreprise? Justifié. Et troisième question, sachant que l'entreprise bénéficie de l'homologation du plan par le ministère de tutelle, d'où une ristourne sera obtenue. Une ristourne de 50% du coût de la formation des chefs d'atelier, c'est-à-dire niveau 1, et de 25% du coût de la formation des ouvriers, c'est-à-dire niveau 2. La question est déterminer le coût réel, donc le coût réellement supporté par l'entreprise de cette formation. On va déterminer le coût global de la formation. Donc, vous voyez l'énoncé devant vous. Donc, pour le cabinet de formation numéro 1, le niveau 1 coûte 1200 dinars. Pour le niveau 2, 80 dinars par heure. Donc, pendant 6 heures, vous voyez 80 fois 6. Pendant 3 jours, la durée de formation. Donc, ce qui donne, fois 8, on a 8 ouvriers. Donc, par groupe de 4. Donc, on va diviser les 8 en groupes de 4, ce qui donne 2 groupes. Donc, tout calcul fait, ou 80 dinars, fois 6 heures, fois 3 jours, fois 2, 8 sur 4, comme je vous ai montré maintenant, égale 2880. Le coût global de cette formation, donc proposé par le cabinet numéro 1, 1200 plus 2880 égale 4080 dinars. Passons maintenant au cabinet 2. Donc, il nous propose 480 dinars par jour pendant 2 jours, donc 480 fois 2, ce qui donne 960. Pour le niveau 2, 90 dinars fois 6 heures fois 3 par groupe de 4. On a dit qu'il s'agit de 2 groupes, donc ce qui donne 3240. Le coût global de la formation proposée par le cabinet de formation numéro 2 est de 4200 dinars. Donc, on va maintenant passer à la deuxième question. Donc, bien sûr, toujours l'entreprise cherche à minimiser les coûts. Elle va donc choisir le cabinet de formation qui offre le coût le moins élevé, le prix le plus faible, à savoir 4080 dinars proposé par le cabinet de formation numéro 1. Donc, le cabinet 1 est le plus avantageux puisque c'est le moins coûteux, 4080 inférieur à 4200. Passons à la troisième question, on va déterminer le coût réel de cette formation. C'est vrai que le coût de cette formation proposée par le cabinet 1, il est de 4080. Mais n'oubliez pas que l'entreprise a bénéficié d'une ristourne, donc a bénéficié de l'homologation du plan par le ministère de tutelle, donc d'où une ristourne sera obtenue de 50% niveau 1, c'est-à-dire une ristourne de 50% sur les 1200 dinars pour le niveau 1 et une ristourne de 25% sur le coût du niveau 2, à savoir 280. Donc la formule pour déterminer le coût réel de la formation égale le coût global, 4080, moins la ristourne obtenue. Il ne nous reste que la détermination du ristourne et vous voyez bien que ristourne égale 1200 fois 50%, puisqu'il s'agit du niveau 1, plus 2880 fois 0,25 puisqu'il s'agit du niveau 2, ce qui donne 600 plus 720 égale 1320 dinars. Donc le coût de la formation, elle est de 4080 moins la ristourne obtenue 1320, ce qui donne 2760 dinars comme coût réel de cette formation. Passons maintenant à la dernière section du chapitre, à savoir la rémunération. Au moment du versement de son salaire, un bulletin de paie doit être remis à chaque salarié, c'est évident.
Mais très peu de salariés comprennent le contenu de ce document. On va essayer de décortiquer ce document. Donc la première ligne du bulletin de paie indique le salaire de base, qui concerne des heures normales ou bien fixées par des conventions. On ajoute à ce salaire de base des majorations, telles que les heures supplémentaires, telles que les primes, c'est pour récompenser, pour encourager, telles que le prime de présence, telles que le prime d'encouragement, le prime de rendement. Une indemnité, c'est pour compenser le salarié, c'est le contrepartie d'un risque ou bien contrepartie des conditions défavorables de travail. Plus, bien sûr, les avantages en nature tels que logement, voiture de fonction, etc. Voyons un exemple chiffré. On a choisi un salaire de base annuel de 1200 dinars, qu'on va lui ajouter les heures supplémentaires, mais n'oubliez pas, pour le traitement des heures supplémentaires, qu'on a deux régimes de travail. Le régime 40 heures de travail par semaine, c'est-à-dire 5 jours de travail à raison de 8 heures par jour. Dans ce cas-là, les 40 heures seront rémunérées au taux normal et les 8 premières heures, c'est-à-dire entre le 41e heure et 48e heure, sera majorée au taux de 25%, c'est-à-dire le taux normal multiplié par 1,25. Au-delà de 48 heures, c'est-à-dire à partir de la 49e heure, le taux horaire sera majoré de 50%, c'est-à-dire le taux normal fois 1,5. Passant au régime 48 heures par semaine, à savoir 6 jours de travail à raison de 8 heures par jour, les 48 heures seront rémunérées au taux normal, mais chaque heure supplémentaire, au-delà de 48 heures, donc, sera majoré de 75%, c'est-à-dire on multiplie le taux normal fois 1,75. Revenons à notre exemple. Donc, 12 000 dinars salaire de base annuel, plus les heures supplémentaires calculées de 2 000 dinars, plus des primes pour 1 800 dinars, indemnité 1 200 dinars, ce qui donne un salaire brut annuel de 17 000 dinars. Mais sur la base de ce salaire brut, on va calculer le retenu sur salaire. On a deux types de retenues. On a les retenues obligatoires telles que la cotisation sociale ouvrière qui est versée aux organismes sociaux, notamment la CNSS, et les retenues fiscales ouvrières versées à l'administration fiscale. Pour les retenues facultatives, on a les avances et acomptes sur salaire, comme on a encore les cessions et oppositions sur salaire. Revenons à notre exemple. Donc, on a déjà calculé un salaire brut annuel de 17 000 dinars, duquel on va retrancher la CNSS ouvrière au taux de 9,18% calculé sur le salaire brut, sur la base du salaire brut, ce qui donne 1560 600. Ce qui donne un salaire imposable, donc 17 000 salaires bruts moins la CNSS 1560 dinars 600, ça va nous donner un salaire imposable de 15 439 dinars 400. On va maintenant retrancher l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, de 3 530 dinars 800 et la contribution sociale de solidarité, la CSS, pour 135 dinars 400. Et n'oubliez pas que ces retenues à l'IRPP et la CNSS sont calculées sur le barème, donc selon le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques conformément à la loi fiscale 2018. Donc, on va aussi retrancher les avances et acomptes de 1 200 dinars. On va retrancher aussi les oppositions sur salaire de 1 573 dinars 200, ce qui donne un salaire net annuel de 9 000 dinars. Vous voyez très bien qu'il y a une différence, il y a une grande différence entre le salaire brut annuel qui s'élève à 17 000 dinars et le salaire net annuel qui s'élève à 9 000 dinars. Cette différence de 8 000 dinars comme retenue à la source sera versée aux organismes sociaux tels que la CNSS, à l'État, c'est-à-dire à l'administration fiscale, ou bien aux ayants droit. N'oubliez pas aussi que le salaire net, c'est 9 000 dinars, seul constitue un revenu pour le salarié. Donc,
le patron il est aussi tenu de payer ses charges sociales et fiscales, comme pour l'ouvrier. Donc, les charges sociales, ce sont les cotisations sociales, cette fois-ci patronales, parce qu'il s'agit d'une entreprise, versées aussi aux organismes sociaux tels que la CNSS. Et les charges fiscales, notamment la taxe sur la formation professionnelle, la TFP, et le FOPROLOS, le Fonds de promotion des logements sociaux. Donc, cette charge totale constitue la masse salariale. On peut dire aussi, voilà, on peut parler aussi du coût de la main-d'œuvre et on va voir tout ça dans notre exemple chiffré. Le salaire brut annuel déjà calculé, il est de 17 000 dinars. Sur ce même salaire brut annuel, on va appliquer le taux de 16,57% pour la CNSS patronale, ce qui donne 2 816 dinars 900. On va lui ajouter des charges fiscales, notamment la TFP et le FOPROLOS. Remarquez bien, on a choisi un taux de TFP de 1%. On a considéré qu'il s'agit d'une entreprise industrielle dans cette fois-ci, mais il faut bien noter que le taux de TFP dépend de la nature d'activité de l'entreprise. Vous voyez bien ici que pour une entreprise industrielle, on va appliquer pour la TFP un taux de 1%, mais pour les entreprises commerciales ou de services, on va appliquer un taux de 2% sur le salaire brut. Pour le FOPROLOS, le taux il est toujours fixe, il est toujours constant, il est de 1% du salaire brut, ce qui donne pour la TFP et le FOPROLOS 170 dinars. Donc la masse salariale annuelle, elle est calculée, salaire brut, plus CNSS patronale, plus TFP, plus FOPROLOS, ce qui donne un total de 20 156 dinars 900. Vous voyez bien ici que la masse salariale constitue une charge salariale supportée par l'entreprise. Elle est calculée, je répète la formule, c'est le salaire brut plus les charges connexes, c'est-à-dire les charges sociales, notamment la CNSS patronale, n'oubliez pas, on parle de la masse salariale, donc les charges supportées par l'entreprise, et plus la TFP et le FOPROLOS, et ce sont des charges fiscales patronales. Tout simplement, on peut noter que la masse salariale est égale au salaire brut multiplié par un coefficient de 1,1957 pour une entreprise commerciale ou de service, est noté comme étant masse salariale égale salaire brut fois le coefficient de 1,1857 s'il s'agit d'une entreprise industrielle. Donc, finalement, vous remarquez qu'il y a une grande différence entre ce que l'entreprise va payer à ses salariés, entre ce que le salarié va toucher réellement, à savoir le salaire net annuel calculé de 9 000 dinars, et ce qu'elle va supporter réellement, donc ce que l'entreprise va supporter réellement, à savoir la masse salariale annuelle qui est de 20 156 dinars 900. Donc ainsi, notre séance prend fin. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours vous a été utile, qui vous a permis de bien assimiler les notions traitées, abordées dans le chapitre 5, Gestion des ressources humaines. Durant la séance prochaine, on va voir des cas de synthèse, on va essayer de traiter de cas de synthèse. Au revoir et à bientôt.